On poursuit maintenant avec Martin Imblot, le PDG d'Alto. Bonsoir, M. Imblot. Bonsoir. Alors, beaucoup de craintes, on l'entend. Beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, de critiques, de mécontentement. Avant même que le projet démarre, là, il y a beaucoup d'appréhension face au TGV. Est-ce que vous entendez les critiques des citoyens? Des critiques, des insultes, des recommandations. On vient de terminer l'une des plus grandes phases de consultation d'un projet d'infrastructure de l'histoire du pays. 325 000 personnes se sont branchées en ligne, 10 000 personnes sont venues nous rencontrer et 15 000 suggestions, critiques et véritablement quelques insultes au passage et quelques menaces. Et on a fait d'appréhension face à la possibilité d'expropriation. On voyait les gens de Mirabel, notamment, qui sont extrêmement inquiets, qui ont vécu l'aéroport en 1969. Quand vous dites que vous les entendez, ça veut dire quoi dans l'action que vous allez prendre? On a choisi de faire la consultation en deux phases à Essian. Une première phase qui est un corridor très large parce que de présenter un alignement très précis sans consulter la population, ça aurait été une hérésie. Donc c'est ça qu'on voit sur le tableau. 5 à 10 kilomètres à peu près. Un corridor très large. Très large. Dans lequel il y aura le corridor. Dans lequel il va y avoir un alignement de 60 mètres, pas 10 kilomètres. Nous allons faire l'acquisition de 60 mètres pour passer les deux rails et les chemins d'accès. Et ça, cet alignement-là va être connu à l'automne. Donc, il y a ce passage-là un peu frustrant d'incertitude sur où nous allons passer, mais il faut consulter avant de décider. Ensuite, on va aller rencontrer les municipalités puis informer les propriétaires. Là, 60 mètres de large, mais c'est comme un mur à certains endroits. C'est pas un mur. Ça, si vous prenez des TGV en Europe, en Espagne, en France, ce n'est pas un mur. Il y a des voies de passage par-dessus, en dessous. Il y a même ce qu'on appelle des bas-viaducs pour laisser les animaux passer. Donc, oui, c'est clôturé. Et ça, vous allez en faire beaucoup? Beaucoup. Il va y avoir des centaines de passages. Les routes provinciales ne seront pas coupées, les routes fédérales ne seront pas coupées. Tout ce qui est route numérotée, on ne touche pas à ça. Mais ensuite, les terres agricoles vont être coupées. Ensuite, il y aura des limitations de passage, mais on va construire un chemin d'accès pour que la machinerie agricole puisse passer et on va construire des centaines d'overpass, comme on dit en bon latin, et de passages souterrains à des distances à négocier avec les agriculteurs qui connaissent leur terrain mieux que moi. C'est comme ça que ça s'est fait en France et ça fait 40 ans qu'une cohabitation entre le monde agricole et les TGV. Il y a eu des drones pour aller repérer des endroits où on pourrait passer chez des agriculteurs qui ne voulaient pas vous laisser passer? Il y a eu des survols de drones pour faire des études environnementales qu'on appelle de survol, qui est assez légère parce que on a demandé la permission d'entrer sur certains terrains pour aller faire des relevés environnementaux et il y a plusieurs propriétaires qui nous ont dit, vous savez quoi? Prématuré, on ne veut pas ça. Fait qu'on n'est pas rentré. Mais vous avez envoyé des drones? On a fait des survols ailleurs autour, où on avait des permissions, où surtout les survols ont eu lieu sur des terres publiques. Fait qu'on peut avoir une perception que ça vole au-dessus de chez nous, mais la plupart des vols ont été faits en terre publique. Il y a eu quelques échecs où on a passé au travers des propriétés, puis les gens n'étaient pas contents. Et il y avait raison de ne pas être content. Vous êtes passé à travers certaines propriétés? Oui, il y a eu des survols qui n'ont pas été parfaitement coordonnés et les gens n'ont pas aimé ça. C'est dur sur l'acceptabilité sociale, ça, quand même, M. Imblot. On est informé, puis quand on survole, puis on va voir un terrain, mettons, de Via Rail, puis qu'on passe au travers du terrain de Via Rail qui s'en va à un tel endroit et qu'il y a une propriété foncière à côté, il y a une préoccupation. Donc, il faut le faire pour faire les études environnementales. Êtes-vous prêt à des accommodements? Oui. C'est pour ça qu'on fait une consultation, M. Filion. Je ne décide pas ça tout seul dans mon bureau. On a reçu 15 000 suggestions et on va changer le tracé. Il y a plein d'endroits où les recommandations qu'on a eues étaient bien meilleures que notre idée de base. Dans bien des endroits, les entrées, les sorties des centres-villes, comment passer à l'intérieur du corridor que vous avez identifié. Il faut être à l'intérieur du corridor ou très proche du corridor parce que c'est là-dessus qu'on a consulté. Le Parti québécois menace de retirer le Québec du projet s'il est porté au pouvoir aux prochaines élections. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le projet? Je vous ai déjà dit dans le passé, je ne commenterai pas la politique fédérale, je ne commenterai surtout pas la politique provinciale. Je vais vous reposer la question autrement dit. Si le gouvernement du Québec se retire du projet, dit on ne veut pas voir le TGV sur notre terrain, qu'est-ce qui arrive avec le projet? Aujourd'hui, c'est un projet qui est développé et financé par le gouvernement fédéral dans une large portion. Donc, les infrastructures, là, ça va appartenir au gouvernement fédéral, à Alto, donc à vous et moi. Et aussi, on va créer un véhicule dans lequel la Caisse investit, Air Canada investit, le gouvernement investit, qui, lui, va s'occuper des opérations, qui va être profitable. Donc, les provinces n'investissent pas dans le projet, mais évidemment, ils ont le bénéfice qui vient avec la desserte des régions. Si le gouvernement du Québec dit on ne veut pas le projet,
sur le territoire du Québec. C'est au ministre ministre des Transports de répondre à cette question-là. La question lui a été posée aujourd'hui et je vais vraiment toute question de nature politique. Là, moi, je ne touche pas à ce terrain-là. J'ai un mandat clair et si le mandat devait changer par le ministre, il m'indiquera ce qu'il veut faire, mais aujourd'hui, on ne change pas. Et vous savez quoi, M. Filion? En 2036, là, quand on va se réveiller, vous et moi, là, si on n'a pas fait le projet, on va se reparler, là, puis on va se dire on aurait donc dû le faire en 2026. C'est encore plus difficile, c'est encore plus coûteux, puis les besoins sont encore là. Parlons des coûts. Votre estimation est-elle toujours de 60 à 90 milliards de dollars? Oui, on est encore à l'hypothèse de travail parce que tant que le tracé n'est pas défini, on ne peut pas avancer l'ingénierie suffisamment pour être crédible pour avancer un autre chiffre. OK, donc hypothèse de travail. 60 à 90, ça pourrait être plus que ça. 60 à 90, on détermine le tracé, je fais l'ingénierie et ensuite j'ai des estimés de coûts qui sont beaucoup plus crédibles que lancer un chiffre qui serait différent aujourd'hui. Donc, ça pourrait être plus élevé que ça. Ça pourrait être moins. C'est pour ça qu'on a une fourchette de 60 à 90. Quand on entend 200 milliards aujourd'hui... Ça, j'ai aucune idée d'où ça vient. Ça vient pas de nous autres. Ça n'a jamais sorti de chez nous. Moi, j'ai 60 à 90 milliards et j'entends parler qu'ils ont fait une extrapolation. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient pas de nous. Mes chiffres n'ont pas changé. Et tant que j'ai pas fait d'ingénierie, je ne peux pas changer. Combien de ponts, combien de gares, où on passe, quand on aura déterminé ça, on explique. Il y a un rapport de 3 universitaires qui remet en question vos estimations. Il dit, si on se fie au tracé actuel, on dit que la construction d'un tunnel sous la rivière des Prairies et le Mont-Royal pour relier Laval au centre-ville de Montréal pourrait ajouter plus de 10 milliards au coût global. Est-ce exact? Il y a des tunnels assurément qui vont être construits et ça fait partie de l'enveloppe importante de 60 à 90 milliards. Donc, ça pourrait être 10 milliards facilement de plus. Bien non, c'est pas de plus. Ça fait partie du coût de se rendre au centre-ville de Montréal. C'est pas un secret. On a toujours pensé que le tunnel était l'option privilégiée à Montréal parce que c'est très difficile de rentrer. Les gares. Donc, il y a beaucoup de composantes. C'est une infrastructure importante, mais... Très important de le souligner, une fois en opération, cette opération-là, elle est profitable. Elle génère plus de sous que ça en prend pour l'opérer. C'est pas un pont. Si vous avez l'achalandage. Ben oui, mais l'achalandage, partout en Occident, on a développé des TGV. Et en Espagne, là, il y a 30 des gens qui sont sur le train entre Madrid et Barcelone. Ce sont des gens qui ne se déplaçaient tout simplement pas. Et on roule à moins de 10 €. Et ce sont des dizaines de millions de personnes. Les gens sont habitués de prendre le train. Là, on est en train d'entrer dans un autre Barcelone, M. Filion, il n'y en avait pas de train. Ils n'étaient pas habitués de prendre le train. Il n'y en avait pas. Ils l'ont adopté. Vos prévisions d'achalandage, c'est 24 millions de déplacements par année d'ici 2055. Entre Québec et Toronto. 43 millions par année d'ici 2084. Jacques Roy, le spécialiste, dit « Moi, j'arrive pas à 43 millions. J'arrive davantage à 12 millions de passagers en 2084 en utilisant la croissance démographique. » Est-ce que vos chiffres sont un peu gonflés? Là, absolument pas. Les meilleures pratiques du monde en matière de ce qu'on appelle d'études de ridership, d'études d'achalandage, c'est fait par les gens à Toronto pour le métro de Montréal, Metrolinx. Nous prenons les meilleures firmes du monde et on fait des études d'achalandage. C'est comme ça que les TGV se bâtissent. C'est comme ça que les autoroutes se bâtissent. Quand on se ferme les yeux, là, aujourd'hui, il y a déjà 5 millions de personnes qui prennent un train pas rapide, pas de service. C'est impossible qu'on ait 12 millions de passagers. Nous allons avoir des dizaines de trains par jour. Montréal-Toronto en moins de 3 heures. À 24 millions, on est non seulement confiant, on pense que c'est conservateur comme prévision. En terminant, la prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, on revient à l'automne quelque part pour vous dire, entre Montréal et Ottawa, précisément où le tracé sera construit et aussi l'emplacement des gares. Et au fur et à mesure, de plus en plus de détails. On essaie d'aller le plus vite possible et d'être transparent sur tous les fronts, mais il faut suivre la recette de développement. Merci Martin Héblot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.